Bonjour à tous les passionnés, bienvenue à tous donc sur cette nouvelle vidéo dans le White Magic World émission qui est donc exclusivement dédiée à l'univers Disney. Moi c'est Spencer et aujourd'hui ensemble donc on va voir qui était Walt Disney, créateur de l'univers Disney, quelle était sa vie, quelle était son œuvre. C'est parti, on voit ça tout de suite. Alors mes chers passionnés, je préfère vous prévenir déjà d'avance, donc comme la dernière vidéo, j'aurai des petites notes parce que je vous avoue que sa vie, elle est bien remplie, il a fait pas mal de choses. J'ai essayé de surtout prendre les grandes lignes, les trucs les plus notoires, les plus inoubliables, même si j'ai pas oublié de mettre quelques détails qui étaient plutôt importants dans sa vie. Et je voulais vous prévenir aussi, cette vidéo, elle va être un petit peu longue parce qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie, donc c'est aussi simple que ça. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez réussir à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très émouvant sa vie, mais c'est surtout quelque chose de très inspirant. Tout le monde connaît Walt Disney aujourd'hui, donc de son vrai nom Walter Elias Disney. Donc cet homme-là, il est né le 5 décembre 1901 à Chicago et il est mort le 15 décembre 1966 en Californie, à Burbank. Donc c'est une petite ville de Californie où il fait pas mal de soleil là-bas, il y a beaucoup de soleil. Donc on va dire qu'il est mort au soleil en tout cas. Donc son deuxième prénom Elias en fait vient du nom de son père qui s'appelait Elias Disney, et en fait son premier prénom Walter, en fait c'était un ami proche de son père, donc son père a appelé son fils comme son ami proche Walter, puis son deuxième prénom Elias Disney. Donc c'était un producteur, un réalisateur, un scénariste et un animateur. Donc le côté animateur est souvent trop oublié, on verra ça surtout puisque c'est surtout dans sa fin de carrière. Cet homme-là, il était passionné, c'était un passionné de la vie et sa passion c'était avant tout le dessin. Donc, surtout quand il était jeune, sa passion c'était le dessin. Et quelque chose qui est très important à savoir, c'est que son père n'était pas du tout d'accord avec lui. Son père voulait qu'il soit un peu plus conformiste, c'est-à-dire trouve un petit job tranquille et fais ta vie, arrête de dessiner tes babioles. Donc à peu près jusqu'à ses 16 ans, donc en 1917, il y a son frère Roy Oliver Disney qui lui en fait était déjà majeur et donc a été recruté par la Navy pour partir à la guerre, puisqu'il faut savoir qu'en 1917 c'était en pleine première guerre mondiale, la première guerre mondiale qui était de 1914 à 18. Walt, lui, il était déterminé à aller à la guerre, mais malheureusement, comme il était mineur à ce moment-là, il avait 16 ans, ils l'ont pas pris, ils l'ont laissé sur le territoire américain. Mais il voulait faire quelque chose de sa vie et donc il est devenu vendeur dans un train qui s'appelait le Missouri Pacific Railroad. Et en fait, donc, il vendait des bonbons, des canettes de jus, des sandwichs, etc. Autant dire que c'est pas le travail rêvé quand tu es passionné de dessin, mais au moins ça occupe le temps, si je puis dire, et ça remplit un peu le frigo. Un an plus tard, à 17 ans, Walt Disney est considéré qu'il faisait assez vieux. Voilà, il se dit, moi j'ai 17 ans, mais on dirait que j'ai 24 ans. Ce qui était un petit peu faux, puisqu'il a retenté sa chance, toujours pas pris à la Navy. Par contre, il a vu qu'il pouvait être recruté par la Croix-Rouge, donc qui est une association qui aide les personnes à travers le monde entier. Et donc, à 17 ans, il est rentré à la Croix-Rouge et il est devenu ambulancier, donc dans le secteur de l'ambulance. Et il a été envoyé dans notre pays, les gars, il a été envoyé en France. Voilà, mais ça c'était juste un petit peu après l'armistice. Il a été envoyé en France et il est resté un an en France, donc en travaillant pour la Croix-Rouge, en étant plusieurs personnes. Après cette année où il est resté en France, il est reparti chez lui à Chicago. Donc Chicago, c'est là où vivait son père, ses parents. Donc il est reparti à Chicago. Puis après sa visite à Chicago, il est parti à Kansas City rejoindre son frère Roy Oliver. Et donc c'est à ce moment-là que, on va dire, l'histoire de Walter commence réellement un petit peu comme on la connaît, parce que par exemple très peu de personnes vont parler de son passé, du fait qu'il a été ambulancier, tout ça, et vont surtout vous parler de son histoire dans le divertissement, dans l'animation, etc. Et donc c'est quand il revient de la Croix-Rouge que ça commence réellement. Donc quand il revient, il cherche un emploi partout. Il trouve pas, et ce qu'il se dit c'est je vais chercher plutôt un emploi dans le dessin, et notamment il trouve son premier travail
chez Pestman Rubin Commercial Art Studio. Et il est payé la modique somme de 50 dollars américains par mois. Alors, ça peut peut-être choquer, mais à cette époque-là, 50 dollars américains, c'était quelque chose. Aujourd'hui, 50 dollars américains, c'est plus grand-chose. Mais avec ça, tu faisais largement ton mois, parce qu'avec 1 dollar, tu faisais beaucoup plus de choses à la base. Et donc, en travaillant pour cet homme-là à 50 dollars américains par mois, il a fait notamment la couverture du Newman Theater. Donc, en fait, ce qu'il faisait, c'était des dessins publicitaires. Et donc, en fait, il les publiait dans des magazines, etc. Et lui, il a eu la chance d'avoir fait un dessin assez bien, si je puis dire, pour être mis en couverture. C'est à ce moment-là qu'il rencontre son ami Ub Iwerks. Alors, je crois qu'il s'appelle Uber quelque chose Iwerks. Je l'ai pas noté, mais Ub Iwerks, c'est quelqu'un qui va suivre Walt Disney pendant très longtemps dans sa vie. J'ai envie de dire, ça va limite devenir son meilleur ami. Ils vont être en tout cas très très proches et ensemble, ils vont vraiment contribuer à l'univers Disney qu'on connaît aujourd'hui. Et donc en 1920, finalement, au final, il arrête de travailler pour 50 dollars par mois. Et avec son ami Iwerks, en 1920, ils créent leur toute première société qui s'appelle Iwerks Disney Commercial Artist. Donc en fait, en gros, c'est une société où Iwerks et Disney ils sont ensemble et ils vendent leurs services commerciaux au niveau du dessin. Et notamment, ils font pas mal d'animations publicitaires pour les cinémas locaux au Kansas City. Disney, lui, entre-temps, même s'il travaille avec Iwerks, avec Ub Iwerks, il crée ses premiers films. Et c'est en 1922 qu'il vend au Newman Theater, pour qui il avait précédé, quand il travaillait à 50 dollars par mois, il avait pu faire la couverture de leur magazine. Et ben là, pour le coup, il va leur vendre des films. Ces films vont s'appeler les Laugh-O-Gram, parce qu'en fait, le Newman Theater a des films un petit peu humoristiques qui font rire les gens. Et leur société, ça s'appelle Newman Laugh-O-Gram Company. Et à travers ça, en fait, ils achètent des films à tous les petits, un petit peu créateurs, etc. Pour ensuite les diffuser dans leur théâtre, leur cinéma. Donc lui, ce qu'il va faire avec Ub Iwerks notamment, il va créer sa première, en fait, du coup c'est un petit peu sa deuxième société. Donc ce sera le 23 mai 1922 qui va s'appeler Laugh-O-Gram. Alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il faut savoir que Disney, sa première société, n'a pas porté le nom de Disney. Elle a porté complètement un nom, si je puis dire banal, un nom commun qui était Laugh-O-Gram. Justement en fait les Laugh-O-Gram, c'était donc des petits films d'animation qui liaient les contes de fées avec des histoires d'enfants. Et notamment, ils essayaient de prendre un petit peu des trucs d'actualité. Genre, je regarde le journal, c'est quoi le gros titre? On va faire une histoire marrante dessus en associant contes de fées un petit peu enfant, etc. Et c'est ça qui a très très bien marché auprès du Newman Theater. Et c'est pour ça que le Newman Theater leur a commandé plusieurs films. Ce qui se passe, c'est que Walt Disney, lui, il a pas trop l'esprit commercial, et en fait tous ces films là il les a produits à perte. Le coût de ces films n'était pas supérieur aux bénéfices réalisés, donc finalement en fait il produisait ces films à perte. Ceci dit, comme c'était de la plutôt bonne qualité, c'était une bonne idée les Laugh-O-Gram, il conclut un contrat avec Pictorial Club. Donc Pictorial Club en fait c'est une société de diffusion pareil qui achète des films ici et là, et en fait Walter, très déterminé, il va les voir Pictorial Club, et donc il va conclure un contrat avec eux, et là c'est pas pour une modique somme, c'est quand même pour 11 000 dollars américains. Mais le problème c'est que Pictorial Club fait faillite et il ne paye pas Disney. Et donc là, Disney, lui, il se retrouve dans la merde parce qu'il a employé des gens pour faire les Laugh-O-Gram, etc., etc. Et il peut pas les payer parce que, en fait, la personne qui devait le payer ne l'a pas payé parce que elle est lui-même, cette personne est elle-même en faillite. C'est à peu près à ce même moment-là, en fait, qu'il commence à lancer la série Alice's Wonderland. Donc, en fait, c'est une série d'animation avec des prises réelles. Donc, en fait, il y a une petite fille qui joue le rôle d'Alice, et en fait par exemple je sais pas, elle va se faire courser par un ours, l'ours ce sera une animation, etc. Mais sinon la petite fille est réelle et ça se passe un petit peu dans le monde réel. Et donc c'est les premières animations, si je puis dire,
qui vont commencer à rencontrer un petit succès, Alice's Wonderland. Mais comme c'était très dur pour lui parce qu'il est tombé en faillite, il faut savoir qu'il a quand même tout perdu. Il pouvait plus payer son loyer, il a été foutu à la porte. Il pouvait plus payer ses employés, il y en a plein qui sont partis. C'est pareil, le local qu'il louait pour faire le Laugh-O-Gram, bah, ça a dû fermer. Il y a un huissier qui est venu le chercher pour fermer le local, donc c'est un petit peu contraignant si je puis dire. À ce moment-là, donc, il décide un petit peu de se retirer du monde du dessin, de l'animation, et il devient plutôt photographe. Disney devient photographe et il rassemble un petit peu d'argent, suffisamment en tout cas, pour prendre un train et partir en Californie. Alors, d'après les témoignages qu'on a, il a quand même réussi à rassembler à peu près 40 dollars américains. 40 dollars américains à son époque en 1923. Donc, il faut se dire que 40 dollars américains, c'est pas les 40 dollars américains d'aujourd'hui, c'est quand même une somme conséquente. À ce moment-là, donc, il conclut un contrat pour Alice's Comedies. Et quand il commence à faire les Alice Comedies, il crée les Disney Brothers Studios avec son frère Roy Oliver. Donc si vous avez vu la vidéo juste avant que j'ai faite sur la société Disney, vous allez voir qu'en fait Disney a créé une entreprise avec son frère qui s'appelait donc Disney Brothers Studios. Et donc c'est au moment de Alice Comedies, au moment de la production d'Alice Comedies, et ben ils ont créé cette société avec son frère Roy Oliver. Et c'est un petit peu comme Apple ou plein d'autres choses, ils ont commencé dans un garage qui n'était autre que le garage de leur oncle. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en fait, il a envoyé une lettre à Margaret J. Winkler qui lui a répondu pour Alice's Comedies. En fait, Margaret J. Winkler, c'est une femme qui est mariée à Charles Mintz, et Charles Mintz, en fait, c'est la personne qui fait Félix le chat, Félix the Cat. Et en fait, ils s'occupent de la distribution à New York, donc des films, parce qu'en fait, donc Charles Mintz lui fait Félix le chat, et sa femme Margaret J. Winkler, elle a un théâtre où en fait elle projette les films. Donc finalement, on va dire qu'ils font de pair et ça marche pas mal. Et ça, c'est à New York. Donc en fait, il lui envoie un courrier pour lui demander si elle serait intéressée par ses talents Alice Comedies. Elle lui répond oui. Et donc là, il conclut un contrat avec Winkler et Mintz pour 12 films. Donc c'est pas mal. Et c'est donc 12 films pour seulement Alice Comedies. C'est des petits films, un petit film d'animation. C'est pas les grands films qu'on connaît aujourd'hui de 1h, 2h. C'est des petits films. Le 13 juillet 1925, en fait, il se marie avec Lillian Bounds, qui est en fait sa secrétaire illustratrice. Donc elle faisait quelques illustrations dans sa société, et elle faisait aussi la secrétaire, et lui il a complètement craqué dessus, et en fait il la raccompagnait souvent le soir, etc., en voiture, etc. Donc c'est comme ça un petit peu qu'est né leur amour. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à créer un petit peu son premier personnage, Oswald le lapin chanceux. Donc c'est un petit peu son premier personnage et qui lui a vraiment permis de s'ancrer un petit peu dans l'animation réelle. Donc en 1927, avec Charles Mintz, avec qui il avait déjà conclu un contrat pour Alice Comedies, il donc fait une petite série pour Universal Pictures, et cette série c'est Oswald le lapin chanceux, qui n'est donc dessiné par autre personne que Walt Disney et produit donc par les Walt Disney Studios. Et ça rencontre un gros succès. Voilà, c'est pas juste le petit succès notoire des Alice Comedies, c'est vraiment un gros succès. En 1928, Walt il décide de se rendre à New York pour demander une augmentation, si je puis dire, de salaire, augmentation des coûts de production, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, Mintz il le remballe dans sa mallette, si je puis dire. Alors, non seulement lorsque Walt lui demande d'augmenter les coûts de production et les coûts des salaires, et lui demande pas une augmentation de ouf, tu vois, c'est une petite augmentation, Mintz se fout de sa gueule, mais en plus il lui annonce que il réduit les coûts de production, qu'il embauche certains de ses employés, et qu'en plus Walt il est un petit peu baisé, si je puis dire, parce que c'est pas lui qui détient les droits sur son personnage Oswald le lapin chanceux, c'est les studios Universal Pictures.
Alors là, autant vous dire que Walt il repart un petit peu le cœur battant et rempli de haine en lui. C'est à ce moment-là en fait qu'il va renouveler encore sa société en Walt Disney Productions. Tout ça pour des questions de droit d'auteur. Voilà, parce que il voulait pas encore se faire baiser par Universal Pictures, quoi. Et moi je trouve qu'il a plutôt raison. Donc voilà. Et en rentrant donc de New York, il cherche à créer un nouveau personnage pour remplacer le lapin qu'il a perdu aux mains de Universal Pictures. Alors petite parenthèse et saut dans le futur. En 2006, il a réussi à échanger les droits d'Oswald le lapin chanceux contre un animateur d'ESPN pour une autre chaîne télé qui appartenait à Universal. L'histoire voudrait que c'est à ce moment-là en fait que Walt décide de trouver un personnage pour remplacer le lapin et qui commence à dessiner un personnage qui a à peu près les mêmes traits que le lapin, mais avec des oreilles plus rondes, etc. Et qu'au final, ça donne une petite souris qui serait les prémices de Mickey Mouse. Et c'est aussi dans ce train-là que Walt décide de prendre son indépendance. Et à ce moment-là, il annonce en fait à sa femme, clairement, je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un d'autre. Il avait fait une petite souris qui ne ressemblait pas forcément à Mickey. Donc Mickey, comme on le connaît aujourd'hui, ça a été vraiment des traits qui ont été refaits par Works. Et au début, la souris s'appelait Mortimer Mouse. Et donc, Mortimer Mouse, c'était pas forcément le nom le plus idéal. Et donc, le nom Mickey Mouse, il a été donné par sa femme Lillian. Et donc, en fait, Mickey Mouse, c'est un personnage tridimensionnel, si je puis dire. C'est un personnage qui a été imaginé par Disney, dessiné par Works et nommé par la femme de Disney. Au début, il n'y avait pas de son sur ces productions avec Mickey. Donc ça a fait un petit flop. Mais ensuite, avec l'évolution de la technologie, en voyant comment le monde du cinéma évoluait, qu'il y avait de plus en plus de films sonores, etc., il décide de faire la bande sonore pour ses animations Disney, donc qu'il réédite avec une bande sonore sur laquelle il a lui-même travaillé les effets sonores. Et en les ressortant, là, comme par hasard, il y avait du son, et ben ça a connu un succès. Et là, c'est là où vraiment Mickey a commencé à décoller. Donc là, on est en 1929, et c'est à ce moment-là qu'il décide de sortir les Silly Symphonies. On va dire que c'est un truc un petit peu plus psychédélique, un délire un petit peu plus chelou, si je puis dire. Et à ce même moment-là, donc comme Mickey rencontre vraiment un grand succès en 1929, c'est à ce moment-là qu'il y a les tout premiers produits dérivés Disney. Et les tout premiers produits dérivés de Disney, il faut savoir que c'était des bloc-notes. En 1930, Mickey, ça devient vraiment une star internationale parce que voilà, il a été diffusé dans le monde entier. Mais moi, je dis que c'est génial pour Walt parce que vu comment il avait galéré avant, au moins, ça prouve bien que même si tu échoues plusieurs fois, au bout d'un moment, tu finis par rencontrer le succès si tu persévères. En 1931, Walt, il a fait une petite dépression. Parce qu'en fait, malgré le succès de Mickey, etc., tous les bénéfices qu'il faisait là, ça suffisait pas à renflouer les dettes qu'il a accumulées avec son frère Roy. Parce qu'il a dû s'endetter pour augmenter la taille de ses studios, embaucher plus de gens, faire plus de publicité, etc., etc. En 1933, c'est la naissance de sa première fille. Alors il faut savoir que entre guillemets, avec Lillian, ils ont un peu galéré à avoir des enfants et ils ont appelé cette fille Diane Marie Disney. Donc ça c'est la première fille de Walt Disney et sa femme Lillian. En 1936, 3 ans après, ils ont une seconde fille qu'ils appellent Sharon Mae Disney. Et par contre, celle-ci, donc, elle est adoptée. Voilà, ils ont décidé de l'adopter parce que, comme je vous ai dit, ils ont eu des problèmes pour avoir des gosses. Ils ont préféré adopter le second gosse plutôt que de s'emballer à faire l'amour et espérer encore et encore. En 1937, on a Blanche-Neige et les 7 nains qui sort. Et en fait, Blanche-Neige et les 7 nains, le film il a été perfectionné grâce aux Silly Symphonies. Blanche-Neige et les 7 nains a donc été le premier long métrage
animé en anglais, parce qu'il y avait d'autres longs métrages animés, mais en anglais c'était Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage. Le seul souci, c'est que ces studios, malgré tout, ils sont à court d'argent en 1937, malgré que Blanche-Neige et les 7 nains, ça fait un succès. Ils sont quand même à court d'argent. Et donc ce qui se passe, c'est que lui il n'abandonne pas, et ce qu'il se dit c'est je vais aller voir la Bank of America, donc la Banque d'Amérique, pour avoir de l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas encore fini totalement le film Blanche-Neige et les 7 nains, et donc il leur a montré, on va dire, un petit peu la maquette du film. Et il a réussi à avoir l'argent de la Bank of America parce qu'ils ont kiffé, si je puis dire, le film. Donc, le frère de Walter, il a dû s'occuper en fait de la promotion du film à l'étranger, donc en Amérique du Sud, en Europe, etc. etc. Et là, c'est une petite anecdote assez marrante parce qu'en fait, du coup, Roy il s'est rendu jusqu'en Allemagne en 1937. Donc un petit peu avant la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, c'était Hitler qui était déjà au pouvoir. Et donc dans en fait le théâtre privé d'Hitler, il lui a fait visionner Blanche-Neige et les 7 nains. À ce moment-là, Hitler n'était pas encore parti à la conquête du monde, il était juste à la conquête de son pays, l'Allemagne. Et ce qui s'est passé, ce qui est assez marrant quand même, c'est que Blanche-Neige et les 7 nains, c'est devenu le film préféré d'Hitler. En 1940, il passe à autre chose et donc il crée les films Pinocchio et Fantasia. Malheureusement, ça a fait un flop financier, juste un flop d'argent, parce que au niveau de l'audience, c'était génial. Les gens, ils ont kiffé le film Pinocchio et Fantasia. Sauf qu'en fait, le film, il a coûté trop cher à produire. Donc finalement, même si les gens ils sont kiffés, ils sont partis le voir, etc., c'est pareil, il n'y a pas eu de bénéfice en fait. Voilà. En 1941, le département de l'État américain contacte Walt Disney pour lui demander de représenter les États-Unis en Amérique latine. Et c'est pas pour rien, c'est pour lutter contre le nazisme. Walt Disney, lui, il voulait pas trop. Il était pas déterminé. Je veux dire, lui, en fait, il a pas apprécié qu'on lui demande, mec, viens, tu vas lutter contre le nazisme en Amérique du Sud. Il a pas kiffé ça. Mais il a accepté tout de même, voilà. Et il est parti en Argentine, au Brésil, au Chili. Donc en fait, ça a fait une petite tournée où en fait, il a représenté les États-Unis à travers les valeurs des États-Unis, les projets qu'il avait, etc. pour lutter contre l'extrémisme nazi. Et en revenant, donc en 1942, avec toutes ces nouvelles inspirations, ils ont sorti donc des films, donc Saludos Amigos. Et Les Trois Caballeros. Donc Saludos Amigos, il est sorti en 1942 et Les Trois Caballeros, il est sorti en 1944. Donc ça a été produit par Disney. Et donc il faut savoir que cette inspiration sur ces films-là, si vous les avez vus ou si vous comptez les voir, lui est venue en fait du fait qu'il est parti faire sa petite tournée en Amérique latine pour combattre le nazisme. À la suite de quoi en fait, il a travaillé sur un film Dumbo, ça bug. Donc il a travaillé sur la première esquisse de ce film là. Et le seul but de ce film là, puisque comme je vous ai dit, ces films, ils étaient appréciés par le public, mais ça ramenait pas assez d'argent. Alors là, le seul but de ce film, c'était que ce soit rentable. Le problème, c'est que en recherchant la productivité, la surproductivité, et enfin la rentabilité, et ces salariés, ils ont pas trop kiffé, et donc ça a mené ces salariés à faire une grève. Donc c'était la première grève des studios Disney, donc je crois que c'est même la première et unique grève des studios Disney. En 1947, donc après le projet de Dumbo et les grèves, etc., il fait un témoignage au comité des activités non américaines. En fait, en Amérique, il y avait un petit peu la chasse aux sorcières et c'était la chasse aux communistes. Et là, moi, je suis pas trop fier quand même de Disney, puisqu'il aurait pu soutenir son people. Mais en fait, non, il a dénoncé 3 de ses employés comme étant des communistes. Et ces employés, après, ils sont pas morts. Mais en tout cas, ils ont été emprisonnés, ils ont eu pas mal de problèmes. Moi, je trouve que ça, c'était pas cool de la part de Disney. Mais apparemment, pourquoi il les a dénoncés? Parce que c'est eux qui ont fait la grève. 2 ans plus tard, en 1949... burn-out,
un petit peu dépression. Donc du coup, il y a les médecins qui lui disent mec, faut que tu prennes une pause, que tu trouves des passe-temps, des hobbies, que tu prennes un peu plus de temps pour toi et que voilà, tu laisses un petit peu respirer ton business, etc. Donc lui, ses hobbies depuis qu'il était petit, à part le dessin, c'était en fait les trains, la construction de trains miniatures. Donc ça, il s'y est remis et il a fait un voyage de 13 semaines en Europe avec donc sa femme Liliane et ses deux filles Diane et Maï. Donc en revenant, il a donc sorti Cendrillon. À la suite de quoi il a sorti Alice au Pays des Merveilles en 1951 et Peter Pan en 1953. Entre 1949 et 1955, il y a vraiment une augmentation des ventes des produits dérivés. Sauf que le petit problème, c'est que la personne qui s'en occupait, Kay Kerman, est décédée malheureusement dans un accident d'avion. Ce qui a poussé Walt Disney en fait à créer une nouvelle division dans son entreprise et donc il a créé la division Walt Disney Enterprise qui est spécialisée dans les produits dérivés. Donc par exemple aujourd'hui il y a le site Shop Disney, et ben c'est géré par Walt Disney Enterprise comme la boutique Disney des Champs-Élysées. Voilà. Il a aussi créé donc une autre division, Walt Disney Music Company, qui a été créée donc le 1er octobre 1949. Voilà, on va dire qu'il a commencé à divisionner un petit peu sa société suite à la mort de Kay Kerman. Et à ce moment-là, on remarque que Disney il commence un petit peu à s'éloigner du monde de l'animation et qui devient un petit peu plus un entrepreneur, un businessman. En 1950, il sort un film qui s'appelle L'île au trésor, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps aussi, je crois. J'ai jamais vu ce film d'ailleurs, il faudrait que je le voie. 20 000 lieues sous les mers en 1954, The Shaggy Doggy en 1959 et La fiancée de papa en 1960. Et donc avec cette succession de 4 films que je vous ai cités, ça va vraiment propulser Disney un petit peu au top des entreprises de divertissement. À Noël 1950, il est contacté par Coca-Cola. Hey, ouais, il a fait des bons partenariats quand même. En 1950, à Noël, il est contacté par Coca-Cola pour en fait faire son premier show télévisé qui va s'appeler One Hour in Wonderland. Alors en français, One Hour in Wonderland, ça veut dire 1 heure au monde merveilleux. Voilà, monde merveilleux. Et donc ça c'était vraiment sa première émission télévisée. Voilà, c'était pour Coca-Cola et c'était en 1950. À la suite de quoi, comme je vous ai dit, il va vraiment surfer sur son succès et il va créer le Mickey Mouse Club. Donc ça, ce sera en 1955 et c'est une émission quotidienne. Donc en gros, c'est la première émission quotidienne de Disney sur sa chaîne ABC, donc American Broadcasting Studio. C'est pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez voir la vidéo juste avant où j'en parle. Sur American Broadcasting Studio, Walt il présente une série hebdomadaire, donc cette fois-ci qui est une fois par semaine, qui s'appelle Disneyland. Alors il faut bien vous dire que Disneyland, avant même d'être un parc, en fait c'était une série hebdomadaire, donc une fois par semaine. Et dans cette série, bien sûr, en fait, il montrait un petit peu l'univers Disney, les films, il faisait des critiques Disney, etc. Mais surtout, en fait, il faisait le teaser de son parc Disneyland qui était en construction à Anaheim, en Californie. En 1955, son émission Disneyland, il la renomme Walt Disney Presents. Donc moi j'ai eu l'occasion de regarder quelques épisodes de Walt Disney Presents. Je sais pas si vous en avez vu ou pas. En 1961, cette émission qui était Disneyland Walt Disney Presents est renommée en Le Monde Merveilleux en couleur de Walt Disney. Alors pourquoi il l'a renommé en Le Monde Merveilleux en couleur de Walt Disney? C'est tout simplement parce que la télé, ils avaient arrêté le noir et blanc. Voilà, on est passé à la télé en couleur. Donc lui il s'est dit voilà, je vais lancer une émission, je vais renommer mon émission pour qu'on comprenne que je suis un petit peu à l'actualité, quoi. Je suis à la mode, tu vois ce que je veux dire. Le 17 juillet 1955, justement, c'est là que ouvre le premier parc Disneyland à Anaheim en Californie. Et là, Disney, c'est là que ça devient un empire.
Et c'est à peu près dans cette tranche de période-là, si je puis dire, que la NASA en fait le contacte pour qu'il fasse des films éducatifs spatiaux. Donc en fait c'est des films éducatifs qui parlent de l'espace, de la NASA, etc. qui étaient à destination en fait de la jeunesse américaine, mais qui a aussi titillé les oreilles de la jeunesse russe, enfin des Russes. Voilà, il faut le savoir. En 1957, il rencontre la personne qui s'occupe des Muppets. Et là, en fait, il s'associe avec les Muppets. Donc c'est là où, en fait, les Muppets rentrent un petit peu dans l'univers de Disney. Et ils font plusieurs crossovers ensemble qui rencontrent un gros succès. En 1957 aussi, donc sur sa chaîne American Broadcasting Studio, c'est là qu'il diffuse sa première série live, si je puis dire, Zorro. Voilà. Zorro, donc c'est Disney, et c'est là qu'il la diffuse sur American Broadcasting Studio. En 1964, après franchement des tumultes de débats, de procès, etc., sur un livre qui s'appelle La Nounou Magique, il finit par gagner Disney, il finit par gagner, et en 1964, ben, il sort Mary Poppins, qu'on connaît tous, et là c'est pareil, Mary Poppins, ça l'emmène dans la stratosphère. À la suite de quoi, en fait, il annonce et il travaille dessus son projet en Floride, à Orlando. Donc son projet en Floride à Orlando, c'est Walt Disney World Resort. Donc moi je suis jamais allé là-bas et j'aimerais bien y aller, mais vous inquiétez pas, je vais y aller. Le 19 septembre 1966, là il commence, on va dire, à goûter au revers de la gloire. Alors c'est pas vraiment le revers de la gloire, c'est le revers de la santé, c'est tout. Le 19 septembre 1966, il fait une conférence de presse. Et là, en fait, il présente le Disney Mineral King Ski Resort. Alors, en fait, à mon avis, c'est un domaine de ski. Voilà, il voulait faire un domaine de ski, un parc d'attractions de ski dans les montagnes. Et par la suite, en fait, on s'est juste rendu compte que c'était sa dernière conférence de presse. Pourquoi je vous dis que c'était sa dernière conférence de presse, qui était donc le 19 septembre 1966, donc 3 mois après, le 15 décembre 1966, vers 9h30, à l'hôpital Saint-Joseph, est décédé Walt Disney. Alors en fait, on va dire qu'il est mort quand même en grand guerrier, mais en fait, il s'était fait diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon gauche, parce que c'était un gros fumeur de clope. Voilà. Et il est décédé comme ça. Moi je me dis que c'est quand même une belle mort, parce que il a quand même vécu longtemps en fumant des clopes, le mec. Et sur toute la longueur de sa vie, et ben il a été génial, il a fait des trucs complètement ouf. Et moi je trouve ça juste ouf, tu vois. Après c'est sûr que je trouve ça dommage qu'il soit décédé. Bon, en plus d'une tumeur cancéreuse, quoi. Je veux dire, merde, il aurait pas pu mourir de vieillesse. Et il est mort comme ça, et donc vers 9h30. Damn, ça fait chier, il est mort le matin. Le lendemain, en fait, il y a eu sa crémation, donc il a été brûlé. Et aujourd'hui, et depuis le 16 décembre 1966, il repose en paix dans le caveau familial de la famille Disney, au cimetière Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Californie. Donc autant dire qu'il dort bien, le mec. Il dort au soleil, quoi. Pour finir, son frère Roy, en fait, il va terminer son projet en Floride, Walt Disney World. En fait, au début, lui voulait l'appeler Walt Disney World Resort. Et c'est son frère Roy qui s'est débattu et qui a fait en sorte que ça s'appelle seulement Walt Disney World, donc le monde de Walt Disney, en hommage à son frère qui était décédé. Et finalement, lui, il va rendre l'âme aussi, Roy Oliver, et il va rendre l'âme le 20 décembre 1971. Donc c'est seulement 3 mois après l'ouverture du Magic Kingdom à Walt Disney World. Et il rend l'âme. Donc voilà, mes chers passionnés, la fin, elle était un petit peu cadencée, nuancée de tristesse dans les propos, parce que voilà, quand quelqu'un meurt, ça fait toujours mal au cœur. Voilà, surtout quand c'est quelqu'un comme Walt. Voilà, moi en tout cas, je trouve que son histoire, elle est hyper inspirante. Moi, elle m'inspire de fou. Franchement, faire cette vidéo, ça a été un super plaisir, parce que
Au début, je voulais la faire avec seulement mes connaissances, parce que bon, je connais beaucoup de choses sur la vie de Walt. Et au final, en faisant des recherches pour vraiment donner une vidéo de qualité, j'ai appris vraiment pas mal de trucs sur la vie de Walt, tu vois. Et par exemple, j'ai appris que Blanche-Neige c'était le film préféré d'Hitler et que Walt il avait dénoncé ses potes en étant communiste, tu vois. Ça, je le savais pas, tu vois. Et finalement, peu importe les hauts et les bas, moi c'est quelque chose qui m'inspire vraiment beaucoup. J'espère que ça vous inspire aussi. Euh, je sais que voilà, vous préfériez avoir des vidéos sur des films Disney, sur des personnages, etc. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant de d'abord parler de Walt Disney, de l'entreprise, vraiment mettre à plat ce que c'est, voir ce que c'est, avant de se plonger dans la magie. Et surtout, ce que je pense, c'est que voilà, en fait, l'histoire de Walt Disney, c'est ça qui permet d'avoir de la magie derrière. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si son histoire n'avait pas été aussi tumultueuse, aussi magnifique, s'il n'avait pas fait autant de choses, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toute la magie qui vit aujourd'hui sur l'Empire Disney. Donc voilà mes chers passionnés, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc du coup ce sera la semaine prochaine, hein. On se retrouve donc la semaine prochaine. J'ai pas un truc à faire, mais je vous promets quand même 3 vidéos dans la semaine prochaine. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas que rêver c'est changer le monde. Alors rêvez, merde. Voilà. Ciao.